Voilà, c'était il y a un peu après 17 h sur le Champ de Mars, à l'issue et à l'arrivée de ces 3 cortèges de la manifestation opposée au mariage et au projet d'ouverture du mariage aux personnes de même sexe et à l'adoption. Heureux de vous retrouver pour cette édition. Je vous propose de prendre un peu de hauteur après avoir revu cette ébullition de cette journée avec Philippine de Saint-Pierre, Rémi Brague, philosophe et membre de l'Institut. Merci beaucoup d'être là. Il y a eu différentes estimations données par la préfecture de police qui semblaient très faibles, aux alentours de 100 000 personnes. Première réaction de Dominique Bertinotti, la ministre de la Famille, sur Europe 1. Une réforme de société ne peut pas se résumer à une affaire de chiffres. Rémi Brague, vous réagissez comment ? Écoutez, je ne sais pas ce que vont penser de cela les 999 999 autres manifestants, puisque j'étais parmi eux, ce qui explique mon état de délabrement physique et je crains malheureusement intellectuel. Je trouve que c'est une manière de botter en touche qui manque d'élégance, pour dire le moins. Lorsqu'on réussit à déplacer 1 million de personnes pour une cause qui ne concerne finalement pas le beefsteak des gens, ça me semble être l'image à petite échelle d'un mouvement de fond. Comme vous le savez, lorsque un médium, enfin la radio, n'est-ce pas, reçoit une lettre, eh bien on a l'habitude de penser qu'il y a 10 personnes qui auraient eu envie d'écrire cette lettre et puis qui en fait, bon, pour une raison ou une autre, paraissent ou je ne sais quoi, ne l'ont pas fait. Je crois que cette affluence au Champ de Mars est quand même la partie émergée d'un iceberg. Alors il faudrait, si je puis dire, prendre la température de l'iceberg. Est-ce que justement pour vous, il y a cet argument d'égalité rentre en opposition avec l'intérêt supérieur de l'enfant ? Je me permettrai de répondre d'une manière personnelle. Enfin, je suis orphelin. Je n'ai jamais connu mon père. Bien entendu, ça n'était pas du tout le choix de mon père de se faire tuer quand j'avais 1 an. C'était encore moins le choix de ma mère. Mais je peux dire que la souffrance de ne pas avoir eu de père ne disparaît pas. Enfin, je n'ai que 65 ans, on verra, mais je ne crois pas que ça puisse disparaître. Alors, ce qui était dû au hasard, enfin aux circonstances, enfin à une guerre en l'occurrence, je ne vois pas que l'on puisse accorder à qui que ce soit le droit de le reproduire de façon consciente et organisée. De façon volontaire. Fabriquer des orphelins, enfin fabriquer des gens qui ont, si je puis dire, une mémoire boiteuse, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire. Et bon, dans mon cas, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai eu la chance d'avoir une mère assez exceptionnelle. Et puis bon, d'autres circonstances ont fait que les choses ont été relativement douces, si vous voulez. Mais je ne voudrais absolument pas que l'on s'imagine qu'avoir par exemple 2 pères puisse remplacer l'absence d'une mère, ça n'est pas le cas de figure dans lequel je me place, ou qu'au contraire d'avoir 2 mères puisse remplacer l'absence du père. Je pense qu'au contraire, ça ne ferait plutôt qu'exacerber ce sentiment de vide. Avant de revenir sur ce terme que vous avez évoqué, basculement de civilisation, est-ce qu'au fond, Rémi Brague, il y a 2 visions anthropologiques qui s'affrontent, qui s'opposent? Est-ce que vous le diriez comme ça, d'une certaine manière? Et dans ces cas-là, quelles sont ces 2 visions? Pour qu'on y voit plus clair, pour qu'on puisse les réfléchir. Écoutez, moi, je commencerai par une remarque sur ce qui a été appelé la dramatisation des faits. Enfin, j'ai lu l'article de Jean-Louis Schlegel sur le mariage gay, dans lequel l'expression apocalyptique revient de manière 3 fois. Ça vous a agacé? Profondément. Vous en expliquer. Profondément. Et pour la raison suivante, c'est que on bloque l'idée d'apocalypse, enfin, disons sur l'idée de catastrophe, n'est-ce pas, sur un événement qui devrait être brusque et visible. Bon. Je dis, il peut y avoir une apocalypse soft. Il peut y avoir des prises de décision qui, insignifiantes au début,
produisent avec le temps des conséquences parfaitement délétères. Si vous voulez une image, je dirais que c'est comme quand on est dans un train et que l'on passe sur un aiguillage. Bon, on ne sent à peu près rien, ça fait un petit boum, 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 bon, puis c'est tout. Et puis au bout d'un certain temps, vous vous apercevez que votre train a complètement changé de direction. Alors j'ai l'impression que lorsque l'on dit vous voyez, les Espagnols l'ont fait, les Belges l'ont fait, et le monde ne s'est pas écroulé, il n'y a pas eu de pluie de sang et de flammes. Bon, peut-être, mais ce sont là des expérimentations qui ne peuvent être faites qu'à très long terme. Alors, quelles sont pour vous ces deux directions qui iraient en sens opposés, voire même parfois contradictoires? Écoutez, la première direction, c'est celle qui reconnaît qu'aucun être humain n'est complet en lui-même, puisqu'il est, comme l'indique le magnifique mot de sexe, il est l'objet d'une scission, n'est-ce pas ? Il est soit mâle, soit femelle, et l'enfant constitue une manière d'une certaine manière, réunir les deux moitiés qui ont été séparées, mais de répéter en même temps cette scission, puisqu'il tombera nécessairement du côté mâle ou du côté femelle de l'alternative. Et puis, d'un autre côté, je crois qu'il y a, plus ou moins conscient, bien entendu, le rêve de vouloir être à soi-même, qui est la moitié, comme un tout. Alors en s'associant à un autre qui vous est semblable, et en essayant de produire un rejeton, un clone, c'est presque le mot, le clone ça veut dire bouture, comme vous le savez, n'est-ce pas ? On régresse par là de l'animal au végétal. Je crois qu'il y a là un fantasme très, très profond et qui me semble, en ce qui me concerne, destructeur. Et en même temps, on dit que c'est moderne, c'est le sens de l'évolution de nos sociétés, et ne pas vouloir aller dans cette direction. Alors ça, c'est aussi quelque chose devant quoi j'ai envie de sortir mon revolver. Vous n'avez pas ce revolver ? Non, je l'ai laissé malheureusement au vestiaire, avec mon cimeterre, ma hache d'abordage, enfin tout ce que je transporte toujours avec moi. Bon, là je l'ai laissé, je le regrette bien. Donc pour la raison suivante, c'est un argument à la Pétain. La société va dans un sens, donc suivons-la. Personne ne nous dit si la société évolue en bien ou en mal. Nous sommes tous malades d'un reste mal digéré et surtout mal compris de foi en la providence. Nous sommes sûrs que ça va finir par s'arranger. Mais attention, il existe aussi des maladies évolutives qui se développent lentement et qui ont une issue fatale. Il existe des impasses dans les villes. Bon, alors quand on s'engage dans une impasse, la meilleure façon de s'en sortir, est-ce que c'est d'appuyer sur l'accélérateur ? Bon, là, on va dans le mur, au propre comme au figuré. Alors je dirais, attention, si vous pensez que parce que la société avance, elle avance nécessairement dans la bonne direction, eh bien, vous avez une foi en la Providence qui est 1000 fois plus naïve que la véritable foi en la Providence, à savoir la foi en cette idée suivant laquelle Dieu a donné à l'homme tout ce qu'il fallait pour qu'il puisse se débrouiller, l'intelligence, la raison, la mémoire, cette espèce de mémoire collective qu'on appelle l'histoire ou la tradition, je n'aime pas trop le mot, mais enfin bon. Voilà devant quoi nous sommes, si vous voulez. Nous sommes devant cette idéologie, ce reste d'idéologie du progrès. Je suis un peu choqué. Comment peut-on croire au progrès alors qu'on a derrière soi le siècle le plus criminel de l'histoire, d'abord le XXe siècle. L'idée de progrès, on a quand même pris un sale coup. On ne devrait quand même pas être si naïf et s'imaginer que, puisque ça avance, puisque c'est nouveau, tout beau. On sait que le gouvernement a annoncé
Bon, il n'y a pas de méchant ou de gentil dans l'affaire. Le plus suspect étant évidemment le fait de se considérer soi-même comme étant le gentil. Et les autres, bon, étant rejetés dans les ténèbres extérieures. Vous avez employé un mot que j'ai beaucoup aimé, Jean-Louis, c'est le mot anticléricalisme. Je peux bien vous dire maintenant que si je suis venu à cette manifestation, moi qui déteste ça, je suis un petit peu agoraphobe, j'aime pas, bon, puis j'ai mal aux pieds, bon bref. Bon, je suis venu par anticléricalisme. Ah tiens, pour quelle raison? J'aime pas les curés. La pire espèce de curé étant, avant même le défroqué, le curé laïque, celui qui vous fait la morale, celui qui vous explique, n'est-ce pas, que lentement, pour que vous compreniez, parce que vous n'êtes pas trop malin. Écoutez, si je suis venu, c'est parce qu'un ami, que je remercie ici publiquement, je n'ai pas besoin de le nommer, m'a envoyé, au lendemain du 15 août, l'éditorial qui avait été publié dans un grand journal du soir, que je ne nommerai pas, un grand journal du soir qui vous fait la morale, bon, c'est son fonds de commerce, et j'ai trouvé là-dedans une arrogance absolument insupportable, un prêchi-prêcha du genre bon, nous sommes en retard, mais enfin nous allons essayer de faire aussi bien que les Belges et que les Espagnols. Et de toute façon, les adversaires du projet n'ont aucun argument. Aucun argument. Bon. Alors, effectivement, d'ailleurs, c'est vrai, puisque comme on ne les écoute pas, regardez les débats, je vois certains médias, je pense surtout radiophoniques et culturels, je ne voudrais pas donner de nom, dans lesquels vous avez 4 personnes, un partisan de la loi, un chaud partisan de la loi, un ardent partisan de la loi et un ardent défenseur de la loi. Bon, on n'entend pas les arguments de leurs adversaires. Alors, et j'admire d'ailleurs que ce soit une télévision confessionnelle, donc selon la bien-pensance habituelle, une télévision qui doit être nécessairement biaisée, par rapport aux télévisions d'État qui invitent 2 personnes qui sont d'avis différents. Comment vous expliquez cette question. difficulté, Rance? Rémi Brague. Je voudrais juste faire une remarque, pas directement sur ce qui vient d'être dit, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais sur une comparaison que l'on a faite assez souvent ces derniers jours avec la grande manifestation de 1984. Et on lisait un peu partout, bon, vont-ils réussir à attirer autant de monde? Vont-ils réussir à faire reculer le pouvoir comme Mitterrand, le premier François, avait reculé en 84? Bon, je trouve que cette comparaison est un petit peu boiteuse et tourne, si on y tient quand même, à l'avantage de ce qui vient de se passer, c'est-à-dire qu'en 84, on pouvait très bien dire que l'Église se battait pour elle-même, à savoir pour l'école catholique, que c'était l'école catholique, enfin les parents d'élèves d'école catholique, etc., qui se défendaient contre le projet d'une sorte de grand service unique. Enfin bon, les historiens pourront vous raconter tout ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je n'avais pas participé à cette manifestation de 1984, parce que je suis un pur produit de la laïque. Bon, là, justement, j'ai l'impression que le seul beefsteak que l'on essaye de défendre, si j'ose filer la métaphore, c'est la chair humaine. C'est l'humanité de l'homme. Enfin, c'est ce qui fait que l'homme est homme. C'est ce qui fait que l'enfant, par exemple, peut réussir à se structurer comme un être humain, à accepter justement de n'être que la moitié de l'humanité et pas cette espèce de sphère autosuffisante qui hante les fantasmes de l'humanité, peut-être depuis Platon. Du coup, les croyants doivent d'une certaine manière rester silencieux par peur d'être cristallisés ou apparaître avec une image qui serait déformante. Qu'est-ce que vous en pensez? Et cette présence des croyants, d'ailleurs c'était intéressant de voir là Ahmed Jabala par exemple, le président de l'UOIF pour les musulmans, présent au Champ de Mars, qui est assez surprenant d'une certaine manière. Je n'aime pas le mot croyant. Je ne l'aime pas. Et j'aime encore moins cette espèce de valorisation spontanée, naïve,
que l'on accorde à celui qui croit par rapport à celui qui ne croit pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi les gens croient. Enfin, on peut croire aux soucoupes volantes. Je n'ai aucun respect pour les gens qui croient aux soucoupes volantes. Parce que ça ne peut pas être l'objet d'une croyance. Ou bien on peut... Mais qu'est-ce qu'ils peuvent apporter dans le débat? Eh bien, alors, comment, écoutez, de quelle manière? Alors, ils peuvent apporter, dans la mesure où ils ne se battent pas pour leurs propres intérêts. On peut d'ailleurs se demander qu'est-ce que serait que l'intérêt de la foi, enfin bon, l'intérêt de l'école à la rigueur. Bon, l'école, c'est des choses, enfin, puis c'est aussi de l'argent. Bon. Mais là, il n'y a pas ça. Il y a, je crois, ce que j'appellerais la conscience d'un devoir d'assistance à personne en danger. On a beaucoup reproché au pape Pie XII, à juste titre ou pas, bon, c'est pas mon problème. On lui a beaucoup reproché d'avoir dit peu de choses, d'avoir pas assez parlé au moment où l'humanité était menacée par un danger gigantesque, bon, et que Dieu merci, bon, on a pu éviter, mais au prix de combien de millions de morts. Eh bien, j'ai l'impression qu'il existe maintenant une sorte de devoir d'assistance à, je ne sais pas trop quoi dire, est-ce que c'est à civilisation en danger, est-ce que c'est à espèce en danger, je ne sais pas trop quoi dire, mais j'ai l'impression que c'est là qu'il faut se situer, et c'est pour les chrétiens, mais aussi pour tous les hommes de bonne volonté, je crois, un devoir de dire, attention, on marche sur un terrain miné, on risque d'aboutir à des choses très très graves, on risque d'aboutir à une sorte de déshumanisation de l'homme, si je puis risquer un mot peu élégant. De de ce débat, c'est que la Bible commence par une affirmation de la bonté du créé, elle commence par une affirmation de la dualité constitutive de l'humain, puisque c'est en tant qu'homme et femme, en tant que mâle et femelle, que l'homme est à l'image de Dieu, que l'homme est l'image de Dieu. Je crois qu'il ne faut pas du tout opposer la défense de ce qui constitue l'humain, qui, pour un chrétien, et les autres ne sont pas du tout obligés de partager cette croyance, est fondée dans l'idée de création. Il ne faut pas du tout opposer cela à la Bible. Déjà comme si la Bible constituait une sorte de tout, car enfin il y a dans la Bible des choses terribles contre l'homosexualité. Et bon, ça je crois qu'il faudrait que nous expliquions avec ça. Voilà, il faut poursuivre la discussion, le débat, que nous fassions la un petit peu le ménage, si je puis dire.